Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aux côtés de Florence Foresti ou Jean-Marie Bigard, il va bientôt faire partie du cercle très fermé des humoristes ayant rempli Bercy, l'Accor Arena. Connu pour son humour noir et décapant, son spectacle Anesthésie Générale qu'il va jouer pour la dernière fois les 9 et 10 mars, fustige la mise à mal du système de santé français pour des raisons de rentabilité financière. Jérémy Ferrari est l'invité de Code Source, interview menée avec Grégory Plouvier, spécialiste humour au sein du service culture du Parisien. Ce podcast est en 2 parties. La première aujourd'hui, Jérémy Ferrari nous raconte son enfance à Charleville-Mézières dans les Ardennes et ses débuts difficiles à Paris. Bonsoir Paris! Donc vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle. Mes journées, c'est essentiellement de la frustration. Regardez mes journées, je vous les fais, regardez. Hop, j'écris une vanne. Je me dis, ah ben non, je la raye, celle-là, ils vont pas la comprendre. Jérémy Ferrari, les 9 et 10 mars, vous serez sur scène à Bercy, l'Accor Arena, pour les toutes dernières dates de votre spectacle, Anesthésie Générale. Et le dimanche 10 mars, ce sera diffusé en direct dans de nombreux cinémas en France. Pourquoi ça vous tenait à cœur de faire ça? Donc à la fois Bercy et le fait d'être retransmis dans des salles de cinéma en France. Alors Bercy, il y avait plein de raisons différentes. Il y a un petit challenge personnel parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller dans des salles un peu plus grandes. Enfin après, c'est pas un sentiment partagé forcément par tous mes collègues, hein. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je pense que j'ai un spectacle qui s'y prête et que quand les salles sont grandes, il y a une adrénaline et on est un peu grisé par le public. Alors je prends vraiment du plaisir aussi dans des salles plus petites, hein. Mais c'est vrai que j'avais envie de m'y frotter à Bercy. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et après les cinémas, écoutez, honnêtement, c'est même pas mon idée. C'est Pathé qui organise ça. Alors, c'est dans plein de cinémas, c'est dans 300 salles de cinéma en France. Et pas que des Pathé, mais c'est Pathé qui est à l'origine du projet. Ça permet quand même à des gens qui ont un peu moins d'argent de voir le spectacle et puis de le voir en direct depuis Bercy, c'est-à-dire de voir la dernière depuis Bercy. Moi, je suis allé faire des essais en salle, c'est incroyable. Parce que finalement, vous êtes au milieu de 200, 300, 400 ou 500 personnes et l'écran est tellement immense, vous êtes vraiment avec nous dans la salle, quoi. Donc, je trouve que techniquement, déjà, c'est une prouesse incroyable. Je trouve que l'offre est folle. Je trouve que pour les fans qui veulent être avec moi pour la dernière, ils seront un petit peu avec moi. Ceux qui n'ont pas vu le spectacle, voilà, ceux qui n'ont pas envie de me découvrir pour 45 € parce que c'est trop cher, Ferrari à 50 € ou à 45 €, peuvent venir me voir pour 20. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait tout à gagner dans cette offre. Bercy, c'est une salle forcément un peu spéciale, avec près de 10 000 places assises. Vous qui connaissez bien Florence Foresti, qui est habituée à ce genre d'endroit, quels conseils elle vous a donné? Elle m'a dit vas-y. Je l'ai appelé pour savoir si c'était aussi agréable à jouer parce que je me suis dit c'est mes dernières, je vais les capter là-bas, le spectacle va être immortalisé là-bas, je veux être sûr de m'amuser, quoi. Donc je lui ai demandé est-ce que c'était une salle qui était agréable à jouer, est-ce que c'était une salle qui était chouette à faire. Il n'y a pas d'appréhension particulière? Si, bien sûr, il y a toujours une appréhension, c'est la dernière, donc en fait ce qui me stresse plus c'est l'entourage en vrai, moi, parce que tout le monde s'affaire en fait, tout à coup vous avez vos équipes etc qui vous traitent normalement quand vous êtes en tournée parce que ils sont pas sur place etc et puis tout à coup là vous avez la famille qui vient, les oncles, l'équipe parisienne avec qui vous avez l'habitude de travailler quand vous n'êtes pas en tournée, qui est là, donc c'est plutôt tout ce qui s'affaire autour qui moi me stresse parce qu'en fait c'est ça qui met de l'enjeu sur l'événement, mais moi il me reste 1 mois avant d'y aller, je dois absolument continuer à me dire tous les jours c'est une date comme une autre et tu vas tout donner comme tu donnes à chaque date. Ça a duré combien de temps? Combien de temps ça va durer? Ah ben ça, personne ne le sait, vous savez. On sait à quelle heure je démarre, on sait jamais à quelle heure je termine. Non, je réussis en ce moment à faire des sessions de 2h50, 2h55. Donc c'est bien parce qu'on était plutôt autour de 3h, 3h10, 3h15. J'ai même fait plus long parfois quand je m'emballais un peu. Le record? Donc voilà, le record 3h50 à Lille. Mais bon, après, pour ceux qui me connaissent pas et qui m'ont jamais vu sur scène, je conçois que ça peut paraître très très long. Moi-même, je ne supporterais pas de rester 3 heures assis dans une salle. Mais le spectacle, il est particulier. Il est vraiment écrit comme ça, il est écrit pour ça. Il y a tellement de choses qui se passent que généralement les gens ne voient pas passer le spectacle. Vous savez, de toute façon, ça fait quelques années maintenant que je le tourne. Si le bouche à oreille avait été mauvais, on l'aurait ressenti. Après, je ne referai pas de spectacle si long. C'est particulier. C'est parce que un spectacle sur la santé, je me fais arrêter par le Covid, je retourne sur le thème de la santé, je dois rajouter du texte et puis on arrive à un spectacle de 3 heures. Mais là, je pense que je vais réussir à faire moins de 3 heures.
Alors dans ce spectacle Anesthésie Générale, vous vous présentez comme vous êtes, en mentionnant aussi vos failles, vos troubles psychiques, vos anciennes addictions, vous parlez de votre alcoolisme et du fait que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool depuis 2016. Ça permet quoi de vous montrer transparent comme vous êtes réellement ? Il y avait plein de raisons à ça. Déjà, j'écrivais un spectacle sur la santé. C'était impossible de ne pas évoquer ce que j'avais vécu, de parler des maladies invisibles, de parler des problèmes d'addiction, puisque j'étais passé par là. Et donc, ça n'aurait pas eu de sens de ne pas l'évoquer. Ça permettait aussi d'avoir un témoignage, pour le coup, impossible à contredire, puisque c'est le mien. Et puis d'avoir un message positif, parce que je suis pas arrivé avec mon ballotin de tristesse en disant genre, regardez comme je suis malheureux, regardez tout ce qui m'arrive. Je suis arrivé en disant, je vais très bien, voilà ce par quoi je suis passé. Et puis je savais que ça allait aider plein de gens. Vous savez, moi, j'ai un profil psychiatrique un peu compliqué, normalement, pour s'en sortir, avec beaucoup de conflits internes dans ma tête qui ont tendance en plus à s'amplifier les uns les autres, etc. Donc, et par-dessus un problème d'addiction, donc, et un métier qui émotionnellement est fatigant. Donc j'ai vraiment le profil pour finir mal et je m'en suis sorti sans médicaments. Comment ? Par la parole essentiellement. Après évidemment une hygiène de vie irréprochable et puis des psychiatres, des psychanalystes. Voilà, j'ai fait la totale des réunions alcooliques anonymes. Enfin j'ai beaucoup travaillé et investi de temps et d'énergie pour aller mieux. Mais la parole, ça a été le point de départ. Donc je sais très bien que le fait de m'entendre dire déjà de une que je suis alcoolique, ça permet d'éviter les clichés, parce qu'un alcoolique, c'est pas seulement un mec adossé un coude à un bar à 9h du matin avec un verre de blanc, des cacahuètes et une tête rougeotte. C'est pas que ça un alcoolique, c'est aussi moi qui paraît être en pleine forme, mais en fait qui boit beaucoup d'alcool. Et puis aussi de déstigmatiser les maladies invisibles, de mettre un visage dessus, parce que les maladies invisibles, comme elles sont invisibles, elles sont mal comprises, mal décelées, mal cernées, mal diagnostiquées et mal guéries, évidemment, mal soignées. Depuis quelque temps maintenant, les artistes se libèrent et ouvrent un peu la voie à ça, donc c'est très bien, avec ce que ça comporte aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a un peu à boire et à manger maintenant, mais c'est pas grave, il vaut mieux qu'il y ait une grande parole avec parfois un peu d'exagération que pas de parole du tout. Alors avec Grégory Plouvier, que vous connaissez très bien, spécialiste humour du Parisien, on va vous demander de nous raconter le chemin que vous avez parcouru avant de pouvoir faire ça sur scène, dire tout ça sur scène. Vous êtes né Jérémy Larzilière le samedi 6 avril 1985. Ah, mais je savais même pas que c'était un samedi, oui, vous me l'apprenez. Je savais que vous allez l'apprendre. À quelle heure ? À Villers-Semeuse. J'ai pas l'heure, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas... 11h45. L'heure de l'apéro. C'est vrai. L'heure de l'apéro. Donc naissance à Villers-Semeuse dans les Ardennes. Ferrari, c'est votre nom de scène. Déjà, pourquoi ce choix Ferrari ? C'est le nom de ma maman. En fait, mon père s'appelle Larzilière, ma mère s'appelle Ferrari. Et Larzilière, c'est pas très joli, c'est long à écrire, c'est compliqué, voilà. Vous grandissez à Charleville-Mézières et vos parents tiennent une supérette, un Spar, je crois. Ouais, ça a changé plein de choses en scène. Je sais pas sur quoi on a terminé. Je sais pas sous quel nom ça a été fermé. Mais je ne sais pas sous quel nom ils ont chuté. Mais oui, ça devait être Spar à l'époque, je pense. Ouais. Décrivez-nous le quartier de Charleville-Mézières où vous grandissez, donc le quartier de Manchester. Quels souvenirs vous en avez ? C'est un quartier populaire de province, hein. C'est vrai qu'on a souvent l'image... la plupart du temps, quand on filme des cités, on va filmer des gros quartiers de Marseille ou des gros quartiers en banlieue parisienne, parce que c'est impressionnant, il y a de très très grandes tours. Et les quartiers, c'est pas que ça, c'est aussi plein de petites tours avec pas grand chose dedans. Moi, mon quartier, il y avait rien, hein. Il y avait le magasin de mes parents, à côté il y avait un bureau de tabac, une petite boulangerie, et c'était tout, quoi. Et après, on avait rien dans le quartier. Ils ont construit un skatepark, vite fait. Il y avait rien dans mon quartier. Ça fait partie des régions un peu abandonnées. Donc ce sont des endroits difficiles où il y a beaucoup de chômage, il y a peu de moyens, et si vous allez dans les quartiers, c'est évidemment encore plus. Alors donc il y a toute une partie de la population qui s'en sort bien et qui a du taf, et ça va, et puis vous avez des gens écrasés par la vie. Dans ce contexte pas forcément facile tous les jours, paraît-il que votre mère a un sens de l'humour très développé. Est-ce que c'est elle qui vous a donné un peu le virus du rire ? Oui, ma mère, toute ma famille, en fait, mon oncle Grégory qui était boucher dans le magasin, qui est toujours bouché maintenant, ailleurs, parce que le magasin de mes parents a coulé, mais qui me faisait mourir de rire. Ma mère aussi, effectivement, est très 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 drôle. Quel genre de blague elle faisait ? Ma mère, elle me faisait toujours, en fait, on se voyait pas beaucoup parce qu'il travaillait toute la journée, du matin au soir, même le dimanche, donc je voyais juste un peu ma mère le soir, et mon père, des fois, je le voyais même pas du tout, parce que quand j'allais me coucher, il rentrait seulement. Mais ma mère, elle me faisait toujours des
toujours des farces en fait. Mais comme moi j'avais déjà capté l'humour noir, c'était le grand truc de ma mère. Ma mère un jour, au-dessus de chez mes parents en fait, vivait mon arrière-grand-mère qui était remariée avec un monsieur que moi j'ai connu que lui, donc on l'appelait pas arrière-grand-père, on l'appelait parrain. Je n'ai jamais compris pourquoi on l'appelait parrain, mais enfin c'est tout. C'était le mari de mon arrière-grand-mère. Et puis un jour ma mère, ça c'était son grand truc, elle devait voir que je m'ennuyais, puis elle me dit mais tu sais que parrain il a un jumeau. Alors bon, vous voyez pas la tête de mon arrière-grand-père, mais enfin on est vraiment sur une très 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 vieille personne. Je pense qu'il avait 90 ans, un truc comme ça. J'ai dit ah bon il a un jumeau, mais elle dit mais tu sais qu'il vit là en fait, hein. il vit là, parrain, il vit juste au-dessus de chez eux quoi, juste au-dessus en fait. Mais je dis pas possible, au-dessus c'est un grenier. Mais il dit mais il vit dans le grenier. Il vit dans le grenier. Je dis ah bon il vit dans le grenier. Et bon moi je sais qu'elle raconte que des conneries, donc déjà je me marre. Je dis ah bon il vit dans le grenier. Elle dit ouais il vit dans le grenier. Elle dit mais est-ce que tu veux que je te le présente? Je dis bah oui, enfin quand même c'est d'accord. Bah alors allons-y, alors on monte dans le grenier et il y a un tapis enroulé dans le fond. Faut imaginer vraiment un vieux grenier pourrave avec plein de trucs dedans et un vieux tapis tout poussiéreux au fond comme ça du grenier. Alors elle me dit bah il est là. Je dis où ça? Elle me dit bah dans le tapis. Elle dit pareil il l'a tué il y a 10 ans, il l'a mis là dans le tapis. Voilà, ma mère c'était que des conneries comme ça. Mais il faut bien comprendre que moi à ce moment-là j'éclate de rire en fait, je pleure de rire. Elle me faisait que des conneries comme ça, de se moquer, de rire, de dédramatiser des situations. Il y a une anecdote que les journalistes aiment bien parce qu'elle est un peu corsée, mais c'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai 7-8 ans, il y a une dame qui rentre dans le commerce et alors elle se baisse pour prendre les bouteilles de vin parce que c'était à l'entrée du magasin parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient chercher ça. on l'a mis à l'entrée du magasin et puis donc elle se baisse pour vraiment prendre la bouteille de rosé la moins chère, il devait être à je sais pas 50 centimes ou je sais pas le litre, et alors elle tombe dans mais il est 8h du matin, moi j'attends pour aller à l'école, et elle tombe dans les bouteilles de rosé parce qu'elle est complètement ivre et elle se relève, moi je la vois quoi, elle est pleine de vin, enfin voilà quoi, elle est pas bien quoi, elle est au milieu des bouteilles de rosé éclatées par terre, heureusement elle s'est pas blessée, mais bon, et donc moi je suis un peu choqué quand même parce que je suis jeune et puis je la regarde et je dis mais il y a ma mère à côté de moi et je dis mais pourquoi elle boit comme ça la dame quoi, et ma mère elle dit bah t'as vu la tête qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Donc voilà, nous on a ce truc-là en fait, et mes parents pourtant étaient et sont les gens les plus gentils de la terre. C'était des commerçants de quartier qui aimaient leurs clients, qui les écoutaient parler, qui essayaient de les aider au maximum. Et c'est le sens de l'humour en réalité, l'humour noir, etc. On est tout le temps en train de dire que l'humour noir est clivant ou segmentant, mais c'est pas si vrai que ça. Et surtout c'est l'humour qu'on fait dans la vie, parce que c'est celui qui fait du bien, c'est celui qui permet de regarder la réalité telle qu'elle est et d'en rire. C'est le plus exutoire des humours. Vous avez déjà raconté qu'à l'école vous étiez ce qu'on appelle un mauvais élève. Mais ça veut dire quoi concrètement? J'étais très taciturne, j'étais très malheureux à l'école. Déjà parce que je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais vraiment l'impression qu'on m'enfermait et qu'on m'obligeait à apprendre des choses par cœur dont je ne voyais absolument pas l'utilité. Donc c'était très difficile dans ma tête. Et en vieillissant, c'était de pire en pire. Le lycée, je me rappelle que ma mère, elle me déposait au lycée le matin. Je pleurais tous les matins en y allant. Alors qu'il s'y passait rien, hein. J'étais pas harcelé, C'était le carcan. Le carcan, j'avais l'impression qu'on me torturait l'esprit en fait, de m'asseoir dans une classe à écouter des choses que je comprenais pas, avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Dès qu'on a commencé à faire du débat, du français, j'étais pas d'accord avec ce qu'on nous racontait, j'étais pas d'accord avec la méthode, j'étais pas d'accord, j'étais d'accord avec rien en fait. J'étais très très malheureux. Et là, le premier déclic, c'est le théâtre. Et notamment les cours donnés par un certain Bruno Nion. Qu'est-ce qui vous a apporté? Alors ça a commencé un peu plus jeune, parce que ça a commencé en CM1. Il y avait une classe théâtre. Et là, c'est le seul moment en fait à l'école où je me sens bien en fait, parce que là, pour le coup, je trouve ça ludique, je trouve ça intéressant, je trouve ça stimulant et c'est facile. Et moi, il n'y a rien de facile en cours, parce que, bon, je l'apprendrai plus tard, mais comme j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, me concentrer est une catastrophe, lire est un vrai problème, lire et retenir, je vous en parle même pas. C'est-à-dire même maintenant, c'est que je dis aux gens ne m'envoyez pas de mail, parce qu'en fait, j'ouvre le mail, je le lis, je l'ai oublié au moment où j'ai fini de le lire. Donc d'abord, effectivement, en CM1, donc là, ça devient facile, je continue évidemment après, et puis en 6e, pareil, et puis là, quand même, les profs disaient à ma mère, il est vraiment fort, il retient tous les textes par cœur et tout, je retenais 1h30 de texte comme ça, d'un coup. Comment c'était possible ça, d'avoir du mal, justement, pour lire, et de retenir aussi bien les textes? Il y a
Il y a plein de théories possibles. Hein. Quand j'étais en cure de désintoxication, on m'a fait des tests, on m'a dit que j'étais au potentiel aussi. Donc, il y a des études très intéressantes sur les gens qui sont au potentiel avec un trouble de l'attention et hyperactivité. Donc, a priori, si je dois vulgariser, je m'excuse d'avance auprès des spécialistes qui pourront dire que j'ai vraiment trop vulgarisé, mais si je devais vraiment vulgariser, je pense qu'à partir du moment où le sujet m'intéresse, j'arrive à une hyper concentration. Je pense que je suis capable en fait de retenir des choses incroyables grâce à mon haut potentiel certainement quand ça m'intéresse. Je vais être extrêmement doué sur des choses, extrêmement nul sur d'autres. Par exemple, je ne suis toujours pas capable, par exemple, je compte mes mois sur les mains. Je fais plein de fautes d'orthographe, les règles de grammaire, d'orthographe et tout ne rentrent pas dans mon esprit. En revanche, j'ai une très bonne élocution. Oralement, ça se passe bien. Je conjugue des temps, mais je ne sais pas mettre de nom dessus. Je ne sais pas ce que je conjugue comme temps. Je suis capable de conjuguer même des temps extrêmement complexes de manière instinctive, mais sans savoir du tout ce que je suis en train de faire. Vous voyez, en fait, c'est ça un peu le mélange. C'est que je vais être très fort sur des trucs et vraiment nul sur d'autres. Et donc tout ça, quand vous êtes enfant, ado, vous ne le savez pas. Et du coup, comment vous le vivez d'être nul à l'école, par exemple, comment vous le vivez à ce moment-là ? En fait, c'est très bizarre parce que je me sens stupide en même temps. Je me dis, je suis pas stupide. Mais tout le monde met ça un peu sur le même truc, c'est que tout le monde met ça sur ça l'intéresse pas, donc il n'y arrive pas. Mais ça, c'est un truc que vous entendrez toujours. Ça l'intéresse pas, donc c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Mais c'est pas complètement faux non plus. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Vous, si je vous donne une feuille et que vous commencez à lire, automatiquement, votre cerveau, il va analyser la phrase. Moi, ça se passe pas comme ça. Moi, je peux lire 4 fois la phrase avant que mon cerveau commence à l'analyser. C'est-à-dire que je lis dans le vide, comme si vous lisiez de l'hébreu ou du grec. Et quand je fais des italiennes, par exemple, de mon spectacle, sur scène, je demande un silence absolu. Alors, des fois, je passe un peu pour un casse-couille, mais parce qu'en fait, le moindre bruit me sort totalement de mon idée. Et je ne sais même plus où j'en suis. C'est-à-dire, je ne sais plus du tout où j'en suis dans mon truc. Donc voilà, donc c'est un cerveau. Il faut que je lutte en permanence avec ce cerveau. Vous montez sur scène pour la première fois à Charleville-Mézières à 16 ans, le samedi 3 novembre 2001, et vous n'avez pas peur face au public. Vous vous sentez bien. J'ai peur. Vous avez peur quand même. J'ai pas peur. Je vois de quel moment vous parlez. Ça, c'est un moment où j'ai souvent parlé. J'ai pas peur pendant, mais j'ai peur avant. Avant, je suis terrorisé. Et d'ailleurs, ça n'a jamais bougé. Non, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je suis en train de jouer le Scrap de Pierre Palmade sur scène. Et puis, à un moment donné, pendant le sketch, je sais pas, je me touche en fait le cou. Je sais pas dans quelle posture je me mets, et je sens mon cœur qui bat tout doucement. Et je me rends compte à ce moment-là qu'en fait, je me sens mon cœur bat plus lentement quand je suis sur scène que dans la vie. Donc je m'aperçois que la vie m'angoisse plus que la scène, et que sur scène je me sens vraiment dans mon élément. Et là vous vous dites quoi du coup ? Je me dis que je veux retrouver cette sensation, comme tout bon drogué que je suis. Je veux retrouver la sensation. Palmade, Robin, c'est le premier modèle qui vient ? C'est les premiers modèles, ouais. J'ai découvert d'abord Palmade, ensuite Robin, et un peu plus tard Desproges. Et alors, quand j'ai commencé à regarder Pierre Desproges, j'ai dit waouh, ah ouais, d'accord. En fait, je savais pas que ça existait, ce type d'humour. Desproges, il avait mis les curseurs tellement loin. J'ai dit ah ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Quand il faut faire des choix, on peut pas être partout à la fois. Hein. Comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande, on peut pas être à la fois au four et au moulin. Ouais. Vous moquez pas d'Himmler. Il peut revenir. En plus, Himmler, c'était pas un con, hein, lui non plus. Hein ? Non, tu rigoles. Himmler, c'était un homme capable d'une grande concentration. Vous quittez l'école en seconde. Comment vos parents ont réagi à ça ? Parce que c'est quand même une grosse responsabilité de laisser un adolescent, entre guillemets, dans la nature. C'est pas une décision, c'est un pari qu'ils ont perdu. Donc ils n'avaient pas le choix. Mes parents voulaient, comme tous les parents, que j'aille au moins jusqu'au bac. Cette fameuse phrase, va au moins jusqu'au bac. Sauf que j'avais fait l'audition des cours Florent. Ma mère m'avait dit, si jamais tu réussis les cours Florent, on te laisse arrêter l'école. Puisqu'à 16 ans, on peut arrêter l'école. Et j'avais dit ok, sauf que ma mère est maligne parce qu'elle savait très bien qu'on ne pouvait pas rentrer au cours Florent en étant mineur. Donc elle m'a laissé aller faire l'audition à Paris. Sauf qu'a priori, à l'audition, j'ai été tellement bon que François-Xavier Hoffman, que je salue, m'a proposé d'avoir une dérogation pour être le plus jeune étudiant des cours Florent, sans passer par l'année de prépa. Donc j'ai été le plus jeune étudiant des cours Florent, parce que je suis rentré au cours Florent à 17 ans, en première année. Et donc quand je suis sorti de l'audition, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit que j'avais pas été pris, elle a fait semblant d'être triste, et puis après je lui ai expliqué qu'en fait j'avais été pris, et elle a fait plus ou moins semblant d'être contente. Et voilà, et donc après c'était fini, et donc mes parents ont de la parole, donc ils m'avaient promis, donc c'est tout, je pars.
soir. Alors ils étaient bien emmerdés quand même. Et ils sont allés voir Bruno, mon professeur de théâtre de l'époque. Et ils vont aller voir Bruno. Donc lui, il vous en parlera mieux que moi, mais parce que lui, il explique que c'est quand même difficile, quoi. Il a des parents qui viennent le voir en disant: est-ce qu'on peut laisser mon fils sans diplôme, mineur, partir à Paris? Est-ce qu'à votre avis ça va marcher? On est quand même plus ou moins sur un loto. C'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Il est professeur de théâtre depuis toujours, donc c'est une question qu'il avait l'habitude d'entendre. Et c'est la première fois, d'après lui, qu'il a dit: vous pouvez le laisser partir sans crainte, je suis absolument convaincu que ça va marcher. Donc voilà, donc mes parents m'ont laissé partir, mais ils ont eu plein de critiques, mes parents. Vous savez, l'école, les amis, les gens trouvaient que mes parents étaient fous de me laisser partir. Les débuts au cours Florent ne sont pas idylliques. Vous êtes face à des profils qui ne sont pas forcément les mêmes que le vôtre. Je déchante parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que je rentre, si vous voulez, dans une école d'élite où je vais rencontrer des Gérard Depardieu, enfin j'en sais rien. Et puis en fait, l'école est constituée essentiellement par exemple, de fils d'avocats qui viennent là comme s'ils allaient au tennis, en fait, juste pour être meilleurs oralement. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez atteint une espèce de rêve, et vous vous rendez compte que votre rêve à vous, c'est juste un hobby pour la plupart d'entre eux, quoi. Donc ça et puis la deuxième année, alors là je suis carrément tombé sur un mec de la Comédie Française qui nous a expliqué que le one man show c'était un sous-art. Donc on s'est pas très bien entendu, et puis je me suis fortement disputé avec lui et je suis parti. À cette époque, vous multipliez les jobs, les petits boulots, déménageurs, groom, agent de sécurité, voiturier, conseiller télécom. Qu'est-ce qu'elle représente cette période-là, ces expériences-là pour vous? Pour moi, c'est vraiment la vie normale. Je vous dis, il faut travailler. J'ai été élevé comme ça, avec des gens qui travaillaient, qui faisaient des métiers difficiles. Autour de moi, il n'y avait que des gens qui faisaient des métiers difficiles, qui se levaient à 5 heures. Pour moi, c'était un non-sujet. Il fallait juste que j'aille travailler. J'ai fait tout ce qu'on peut faire sans diplôme, je l'ai fait. Et après, je suis arrivé chez Orange parce que j'ai menti sur mon diplôme. Parce que en fait, je me suis dit, mais personne ne va vérifier que quand je voyais les Mongols qui se présentaient avec le bac, j'ai dit, en fait, je vais rajouter bac. J'ai inventé des trucs, j'ai mis des trucs sur mon CV. Et puis après, il fallait vendre. Donc, j'étais très bon vendeur. Donc, même, je pense que si on m'avait... Vous savez, chez Orange, j'avais parce que je travaillais au front. Alors, le front, c'est le premier service client, quoi, quand vous avez un problème. Mais en fait, les gens du front sont, en fait, en vrai, on est des commerciaux. On a un premier degré de formation sur tous les petits problèmes que vous pouvez avoir, mais nous, notre but, en vrai, c'est de vendre. Bon, moi, je faisais le con avec les gens, quoi. Je sais pas, la femme, elle m'appelait, elle me disait, mon téléphone, il clignote. Je disais, couchez-vous. Moi, je faisais que des conneries comme ça. Moi, je faisais marrer les gens, quoi. Et j'étais extrêmement bon vendeur. Donc, j'avais des scores. D'ailleurs, j'ai été premier vendeur de France. Ils m'ont offert un voyage. Le premier voyage que j'ai eu, c'est chez Orange, parce que j'avais battu des records de vente et de pérennité. Alors ça, j'y tiens. La pérennité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas payé sur nos ventes, parce qu'on avait un pourcentage sur nos ventes. Mais on ne touchait le pourcentage que si le client avait gardé le produit 3 mois. Ça veut dire qu'on avait une pérennité. Donc, c'est bien, parce qu'en fait, ils vérifiaient qu'on ne vende pas n'importe quoi, et si le client dégageait le produit, c'est qu'on n'avait pas bien vendu, pas bien conseillé. Et moi, j'avais une pérennité monumentale, parce que je vendais bien, je vendais nécessaire aux gens. Je crois que je devais avoir un fixe à, je sais pas, 1004, 1005, un truc comme ça, et puis du coup, avec mes primes, j'arrivais à doubler mon salaire parfois, quoi. Donc du coup, c'était super. Et d'ailleurs, je me rappelle, à cette époque-là, ma mère, elle m'a dit, mais essaye d'avoir un CDI, parce qu'elle croyait plus du tout dans le fait que ça allait marcher pour moi dans l'humour. Elle s'est dit, il prend 2005 par mois chez Orange, il faut absolument qu'il ait un CDI. Pendant ce temps, vous continuez le théâtre. Vous jouez notamment Arthur Rimbaud, la grande figure de Charles Ville-Mézières, dans une pièce écrite par Bertrand Mathieu. Ça vous faisait quoi de jouer Arthur Rimbaud? Bertrand a imaginé la rencontre entre Rimbaud et Van Gogh, parce que quand Rimbaud a 19 ans, il quitte Paris, il se retrouve à Londres, il est en chagrin d'amour, il vient de quitter son amoureux qui s'appelle Germain, et en fait dans la rue d'Arthur Rimbaud, il y a un bar, et un peu plus loin de ce bar, il y a Van Gogh qui habite. Ça, ce sont des faits historiques. Donc, Van Gogh et Rimbaud habitaient dans la même rue, et à équidistance, il y avait un bar. Et on sait à quel point les deux aimaient beaucoup boire. Donc, on a peine à croire qu'ils ne se sont pas rencontrés un jour au moins dans ce bar. Et donc, Bertrand Mathieu imagine la rencontre entre Van Gogh et Rimbaud. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que à ce moment-là, Rimbaud n'écrira plus jamais de sa vie, parce que tout ce que vous connaissez de Rimbaud, ça a été écrit très jeune. Van Gogh n'a pas commencé à peindre. Donc, vous avez un Van Gogh qui travaille dans la galerie d'art de son frère, qui est plein d'optimisme, etc. Et vous avez Rimbaud qui est totalement l'inverse, qui est dans une grave dépression, d'une noirceur abominable, etc. Et donc, il imagine la rencontre entre les deux. Donc, j'ai eu la chance de jouer cette pièce pendant un petit moment. Et c'était une expérience incroyable, parce que aussi je me reconnaissais déjà dans le personnage de base, dans sa noirceur, dans sa mélancolie naturelle, et puis aussi parce que il décrivait en plus sa mélancolie dans le décor de mon enfance, puisqu'il a grandi à Charleville. Donc non seulement la mélancolie me parlait, et en plus le décor autour c'était le mien. Donc
C'était une expérience incroyable, un petit peu difficile, mais incroyable. Comment se passe ensuite le début de cette carrière ? Très très mal. Hein. De mes 17 à mes 25 ans, j'arpente les cafés-théâtres, les festivals d'humour, les plateaux d'humour. Je toque à toutes les chaînes de télévision, de radio. Je contacte des producteurs. Je me rappelle, j'avais des sacs de VHS à l'époque. Ouais. J'allais toquer aux portes et je donnais des VHS de moi. Ça a commencé à être vraiment dur à vivre à 22, 23, 24 ans. Parce que là, je vieillis, mes parents perdent le magasin, j'ai vraiment pas d'argent. Là, ça commence à me peser, je vis enfin, ça commence vraiment à être dur, j'arrive plus à payer mon loyer. Je me dis que j'y arriverai pas, quoi. À cette période-là, il y a même la possibilité d'aller faire votre vie ailleurs. Pourquoi pas au Mexique, même, j'ai vu. En gros, moi, je jouais dans des petits cafés-théâtres, ça marchait pas, je jouais devant 4 personnes, 5 personnes, bon voilà. Enfin, je faisais le truc classique. Et j'ai un pote à moi qui avait trouvé un bon plan, alors je mets des guillemets à bon plan, hein. De toute façon, les bons plans, il faut toujours mettre des guillemets. Il bossait dans une boîte au Mexique, à Cancun. En fait, à Cancun, les gens sont un peu méfiants quand même de là où ils vont, de qui ils vont, de ce qu'ils boivent, etc. Et donc, lui, il faisait rabatteur un peu pour les touristes, justement, anglais, français. Donc, il prenait des blancs, il prenait des Européens pour se mettre devant les boîtes, et puis rameutait un peu. Et donc, c'était hyper bien payé, mais parce que c'était hyper dangereux, parce que comme les boîtes, c'est que tenu par des mafias, régulièrement, il y a des mecs qui arrivent et qui calachent l'aventure de la boîte de nuit. Mais bon, du coup, c'était hyper bien payé, logé, tu faisais la fête, tu rencontrais des filles. Bon, j'ai dit, ouais, attends, j'ai 23 ans, là, je vis dans un appart, j'ai pas de chauffage, pas de copine, j'ai pas d'argent. Donc là, je peux aller au Mexique, boire des coups, rencontrer des filles, gagner de l'argent. Écoute, allez. Donc du coup, j'avais dit à mon pote, écoute, j'avais repris une programmation dans un théâtre pour 3 mois et je lui ai dit, écoute, je refais cette programmation et si dans 3 mois il s'est rien passé, alors je viens te rejoindre. Parce qu'il m'a dit, viens si tu veux, de toute façon pour l'instant je peux t'héberger et puis après je vais te trouver du taf, peut-être dans cette boîte ou dans une autre, t'inquiète pas, blabla. Donc j'ai dit ok. Justement, à ce moment-là, vous allez participer à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, On ne demande qu'à en rire. Je rappelle le principe, de nouveaux humoristes proposent des sketchs, mais ils peuvent être interrompus à tout moment par le jury avec un buzzer, un bouton stop. Les moins drôles sont donc éjectés pendant leur sketch. D'abord, comment est-ce que vous entendez parler de cette émission ? Je la vois à la télé, hein. Mais bon, franchement, je me vois pas d'y aller. Déjà, je me reconnais pas forcément dans les humoristes qui y sont, les jurys. Et c'est pas une critique ni des humoristes qui y sont, ni du jury. C'est juste que je me vois pas dedans, quoi. Avec mes sketchs horribles, d'humour noir et tout, ça va pas le faire. Et puis, il y a une journaliste avec qui je suis ami qui interviewe Laurent Ruquier, qui lui dit, vous savez, je connais un humoriste qui est tellement fort, il va tout arrêter là dans quelques semaines, il fait de l'humour noir. Et Laurent lui dit, mais dites-lui de ma part qu'il vienne absolument, parce qu'on n'a pas d'humour noir en plus à l'émission. Moi, je suis un fan de Pierre Doris, j'aimerais bien avoir un représentant d'humour noir. Dites-lui de ma part qu'il vienne à l'émission. Il me dit, tu vois, et tout, faut que tu le fasses. Et puis, les gens dont on ne demande qu'à en rire qui viennent me voir, qui viennent me choper à la sortie d'un plateau, qui me disent, viens, tente-le une fois. Je dis, bon, allez. De toute façon, j'allais arrêter. Donc je me dis bon allez, je tente une fois. De toute façon, j'ai rien à perdre, quoi. Et on me donne un thème. Je précise bien que c'est pas un thème que j'ai inventé, c'est un thème qu'on m'a donné, qui était un thème d'actualité, un truc vrai, où une dame en surpoids ne rentrait pas dans le four pour faire sa crémation. Et on me donne ça comme thème. Donc je prends ce thème et j'écris un sketch abominable, très très noir, très très rentre dedans. De toute façon, moi comme ça c'était fait. On a fait le baptême du feu tout de suite. Et j'y vais honnêtement, pour la première fois de ma vie, je vais pas vous dire que je stresse pas parce que c'est pas vrai, je suis terrorisé, mais de toute façon je suis tellement convaincu que je vais me faire buzzer que j'y vais en me disant bon allez on verra bien, quoi. Jérémy Ferrari. Dans le prochain épisode de Code Source, Jérémy Ferrari va nous raconter en détail sa prestation dans On ne demande qu'à en rire, la suite de sa carrière, et il va aussi revenir sur ses addictions et ses maladies invisibles, désormais diagnostiquées. Une interview menée toujours avec Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiol. N'oubliez pas Crime Story chaque samedi et Le Sacre jusqu'à Paris 2024, entre le 14 février et le 24 juillet. Chaque mercredi, un ou une médaillée d'or olympique raconte à Anne-Laure Bonnet son chemin vers le sacre.